Voici donc un petit exercice qui va constituer d'un système de deux billes. Alors on a une bille qui est de masse grand M et une petite masse et une bille de masse petit m. Alors la masse grand M est en rouge et la masse petit m est en la masse grand M est en bleu, je m'excuse. La masse grand M est en bleu et la masse petit m est en rouge. Alors ça c'est une situation 1. On va dire que c'est la situation 1. Je vais appeler cette situation 1 du système. On a un système avec une situation 1. Voilà. Après, ce qui va se passer, il va y avoir un choc entre la masse grand M en bleu et la masse petit m en, bien sûr, en rouge. La masse va venir cogner, je veux dire, la masse en bleu va venir cogner la masse en rouge pour finalement, je veux dire, avoir une situation 2 où on aura voilà, les deux masses qui vont se mettre à une certaine vitesse et qui vont reculer. Voilà, là on a S2, la situation 2 des deux mêmes billes de masse grand M et de masse petit m. Alors bien sûr ici vous aurez compris que on a un arc qui va se former. Alors on a une rotation qui va se faire et la rotation est faite au travers d'un pivot que je vais appeler ici O. Bon, ici on a toujours le même pivot puisque c'est le même, c'est simplement, je veux dire, c'est le même pivot, voilà, ils ont le même pivot. Alors on a les centres du cercle de masse M qui est au prime. Là on va voir au seconde. Là on a toujours au prime. Ici on a toujours au seconde. Donc ça veut dire que ici, qu'est-ce qui va se passer? On va voir la masse qui va venir comme ceci, qui va effectuer, je veux dire, c'est un espèce de cercle. Hein. Si on regarde le mouvement, on devrait regarder le mouvement complet. Je veux dire, bon, c'est un arc de cercle. C'est un arc de cercle, voilà, avec un certain rayon. Voilà, on a un rayon, un certain rayon. Donc ici, on va dire qu'on a un rayon. Que je vais appeler R. Et bon, donc là-bas, on a aussi un rayon R. Voilà. Donc parce que c'est la même, on va dire c'est le même point O, le même pivot. Simplement, les billes vont se situer, vont s'entrechoquer. Et puis bon, les billes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une bille qui va partir à droite et l'autre elle va partir à gauche, en faisant bien sûr un arc de cercle, passant par les points O, au prime, au second. Et donc tout se passe comme si on avait un pivot ici. O c'est le pivot. C'est le centre de rotation. Et donc on a bien une rotation. Pourquoi on a une rotation? Parce que le point O' va basculer en nos secondes par une transformation qui est la transformation de rotation. Alors il y en a une qui sera le sens, par exemple si par là c'est le sens positif, il y en a une qui aura une rotation bien sûr de rayon. Le centre de rotation c'est O. Bon, elles vont, les deux billes sont à une distance R. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura un mouvement de rotation, l'un qui sera positif, l'un qui sera négatif en situation finale. Et là, on va voir, voilà, une hauteur max. Elles vont monter à, voilà, il faut trouver la hauteur max. Alors, la hauteur max n'est pas la même pour les deux billes, je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer l'angle alpha 2. Alors, je vous rappelle que l'angle alpha 2, c'est l'angle voilà, qu'on va voir au maximum quand la bille va revenir. La bille bleue va revenir en arrière, donc elle va venir frapper la bille rouge. Elle va revenir s'entrechoquer et revenir en arrière. Et il faut chercher l'angle maximal alpha 2. Et on demande de calculer bêta 2. Bêta 2, c'est l'angle de la bille rouge. De la bille rouge. Quand la bille bleue va venir entrechoquer la bille rouge, voilà, elle va venir l'entrechoquer, puis elle va partir
vers la gauche et elle va faire un angle maximal. Alors, donc, après, un choc élastique. Alors, un choc élastique, c'est un choc avec conservation de l'énergie cinétique. Voilà. Alors, on a une certaine quantité de mouvement, bien sûr, puisqu'on a une masse et une vitesse. Pour la bille en bleu. Alors, la bille en rouge est au repos. Alors, vous voyez que la masse petit m, on la connaît. Les masses sont là. M vaut 10 grammes avant choc et 10 grammes après choc. Il n'y a pas eu de perte de matière. La petite masse, elle vaut 20 grammes avant. Donc, la plus pesante, c'est celle de 20 grammes. C'est 20 grammes. Donc, une bille en bleu fait 10. Bille en bleu, elle fait 10 grammes. Et l'autre, elle est plus pesante, elle fait 20 grammes. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un choc curviligne ou un choc circulaire. C'est un choc curviligne. Bien sûr, choc élastique curviligne. C'est un choc élastique curviligne. Ou un choc circulaire. Ou un choc élastique circulaire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande de rechercher, bon, la longueur de rayon, il est connu, c'est 1 mètre. Donc le rayon R, il vaut 1 mètre, il est connu. Bon, le 1 mètre, il vaut, on a autant 1 mètre ici que 1 mètre là-bas. Voilà. Donc le rayon, il est connu. Et on demande de chercher l'angle. Et alpha 1, il est connu aussi, hein, il vaut 30 degrés. L'angle alpha 1 vaut 30 degrés. Donc l'angle entre là, en situation initiale, l'angle que voici est connu. Donc les inconnus, vous aurez compris que c'est alpha 2, bêta 2, c'est-à-dire l'angle maximum de recul de la bille bleue et l'angle maximum de recul de la bille rouge, sachant que la bille rouge au départ est au repos. La bille rouge est au repos. Bon, on n'a que ça. On n'a que ça. Alors, avant toute chose, je vais faire des analogies. Alors, vous connaissez le choc central. Il existe le choc central en deux. Choc central, pourquoi élastique, hein, je parle du choc central élastique, avec conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. C'est un peu la même chose. Vous prenez ceci, on fait la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, on a une certaine vitesse. Voilà, une certaine vitesse V1. Voilà, une certaine vitesse V1. Alors là, on a une certaine vitesse V2, une certaine vitesse V2. Bon, et donc ça, vous aurez compris que c'est une situation S1, ça c'est une situation après choc. C'est avant choc et après choc. Le choc, on ne le regarde pas, c'est un delta T très petit, mais on regarde avant choc et après choc. Et donc ça, c'est un choc central élastique. Alors pourquoi un choc central? Parce qu'en fait, les centres de gravité, le choc, la direction du choc a lieu dans, voilà, sur la ligne d'action des centres de gravité. Voilà, là on a les centres de gravité ici, centre de gravité ici. Là on a le centre de gravité ici, centre de gravité ici. Voilà, elle réunit la ligne d'action des centres de gravité. Voilà, les lignes d'action de centre de gravité sont réunies au travers dans le mouvement, au travers d'un axe que voici. Et donc on a bien fait un choc central. Maintenant, élastique. Alors maintenant, il existe le choc central angulaire. Bon, vous avez une bille ici. Voilà. Vous tapez une paroi. Elle vient taper une paroi comme ceci. Boum. Elle repart par là. Donc ça aussi, c'est un petit peu la même situation, c'est les mêmes équations. J'appellerais ça un choc central
Je m'excuse. Un choc angulaire. Là, on voit bien que les centres de gravité ne sont pas, je veux dire, alignés. Choc angulaire élastique. Et alors, vous avez ici, quand vous avez une espèce de pendule comme ceci, s'ils vont s'entrechoquer, c'est un choc, on va dire soit curviligne, mais ici, la courbe est un cercle, donc c'est un choc circulaire. Et comme il y a, voilà, conservation de l'énergie cinétique, c'est un choc élastique. Bon. Donc, ce cas-là sont trois cas, je veux dire, on va dire, similaires, mais simplement les trajectoires ne sont pas les mêmes, tout simplement. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre les équations, je veux dire, comment on appelle ça, du choc central, parce que comme c'est similaire, ben, les équations seront les mêmes. Il n'y a rien qui va changer là-dessus. Donc, je vais mettre les équations du choc central ou du choc angulaire, voire du choc circulaire. Ben, je vais les mettre tout de suite. Alors, bien sûr, ici, je vais appeler ici la masse M. Ici, je vais mettre la masse petit m, masse grand M, masse petit m. Alors, les vitesses, c'est V1. Bien sûr, il y a un axe qui est posé, hein, c'est normal, parce que comme on va étudier comment on appelle ça, les conservations de la pulsion, c'est-à-dire voilà, la quantité de mouvement, conservation de la quantité de mouvement, ben, il faut mettre absolument un axe. Et un axe R1D étant posé ici. Un axe 1D étant posé. Voilà, il est posé. C'est un axe OX, OY, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, donc il y a avant choc et après choc. Alors, ici je vais faire une séparation qui va indiquer qu'on a la situation initiale et la situation finale qui est la situation 2. Alors ici j'aurais pu l'appeler situation initiale, ici situation finale après choc. Après choc. Voilà, et donc vous avez grand V1, grand V2, grand V1, petit V1 avant, grand V2, petit V2. Alors petit, ça fait référence à petit m, et grand V, ça fait référence à grand M. Comme ça, bon, vous ne perdez pas de vue que le grand V, ça a à voir avec la grande masse. Et petit V avec la petite masse. Alors, de cela, on va écrire les équations. Voilà, les équations de la conservation de l'énergie, puisqu'on a affaire à un choc central. Donc on va écrire la conservation de l'énergie cinétique. Alors, comment peut-on écrire ça? Bon, on va écrire 1 demi la grande masse V1 au carré plus 1 demi M V1 carré, ça c'est au début, c'est avant choc, est égal à, comme ça se conserve l'énergie cinétique, on a la grande masse avec sa grande vitesse V2 au carré, elle est conservée après. Avant et après, l'énergie est la même. Avant choc, il n'y a pas de perte d'énergie cinétique, c'est ça que ça veut dire. Bon, de ça, qu'est-ce qu'on peut tirer? On peut tirer que M vaut V1. Bon, le 1,5 va tomber. Hein. J'ai déjà fait les calculs une fois, donc vous pouvez aller voir la vidéo. Alors, on va considérer, par rapport à la grande masse, on a MV1 moins V2 est égal à petit m. Tout ce qui concerne le petit m, c'est V2 carré moins V1 carré. Voilà qu'est-ce qui va ressortir de ces équations. Voilà. Alors, ça c'est en conservation d'énergie cinétique. En conservation de la pulsion, en conservation d'impulsion, au niveau vectoriel, j'aurai m fois V1 plus petit m fois son impulsion, c'est avant choc. La somme des impulsions avant choc est égale à la somme des impulsions après choc. Et si on projette sur l'axe, bien sûr, on a m sur l'axe 1D, mv1 plus mv1 est égal à mv2 plus mv2, c'est-à-dire qu'on aura m
V1 moins V2 est égal à petit m V2 moins V1. Alors, si on divise les équations donc de comment on appelle ça, de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, la voici. Si je divise l'équation donc de cette équation-là, de l'énergie cinétique, par l'équation que je vais admettre des quantités de mouvement ici, ben on retrouve une équation en vitesse. Une équation en vitesse. Une équation en vitesse qui va donner V1 plus V2 est égal à V2 plus V1, soit, on va dire, V1 moins petit V1. Bon, si vous voulez plus de détails, j'ai fait les calculs dans une vidéo. Je vais vite ici parce que c'est une vidéo qui a déjà été vue. Hein. V2 moins V2. Donc, cette équation montre que la vitesse relative des deux masses avant le choc est égale à la vitesse relative des masses après le choc. Et maintenant, on va aboutir aux fameuses équations, je veux dire, de... Voilà. Donc, je peux tirer que V2 est égal à V2 plus V1 moins grand V1. Et petit V2 est égal à V1 plus grand V2 moins V1. Et si on remplace ceci dans l'équation voilà, ça c'est l'équation 1. Voilà. Si on remplace dans l'équation que voici, en faisant une substitution, c'est juste ça, je l'ai fait dans une vidéo, ce que je ne veux pas faire ici parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais on va obtenir ceci, un résultat fondamental qu'on peut mettre sous forme matricielle, bien sûr, ici je ne veux pas le mettre sous forme matricielle. V2 est égal à V1, la grande masse moins la petite masse, sur la grande masse plus la petite masse, plus V1, 2 fois la petite masse sur la grande masse plus la petite masse. Voilà. C'est un résultat que l'on trouve, qui a déjà été fait dans une vidéo. Et donc, j'avais mis même sous forme matricielle. V1 vaudra 2 grands m plus petit m plus petit V1, grand M moins petit m, le tout sur grand M plus petit m. Voilà. Et là, on a tout pour fonctionner concernant cet exercice. Voilà, on a tout. Bah, je peux le mettre sous forme matricielle, mais je ne le fais pas. Voilà. Alors, donc on a affaire à un choc élastique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on connaît? Avant toute chose. Ici, est-ce qu'on connaît? Alors, je vais mettre les vitesses. Ça, c'est V1. Voilà, ça, c'est petit V1. Ça, c'est V2. Et ça, c'est petit V2. Bon, on va commencer par ça. Donc, je fais la même chose que ce que j'ai mis au départ. Donc, V1, V1, V2, V2, voilà. C'est la même chose que ça. Ouais, ça peut, alors là, on a une masse grand M, petit m. Ça, c'est avant choc. Hein. C'est avant choc, ça correspond à ceci. Et puis, il y en a encore un autre, bien sûr, après choc. Voilà, qui correspond toujours à ceci. On aura toujours grand M, petit m. Simplement, il y en a un qui va partir dans un sens, l'autre dans l'autre. Voilà. Alors, sachant que ici, il y en a un qui est au repos. Alors, V1, ici, vaut 0. V1, il vaut 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver avec ça? On peut trouver grand V1.
on peut trouver grand V1 grâce aux énergies potentielles. L'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Alors, la hauteur, est-ce qu'on la connaît? Oui, parce que la bille bleue va aller... on aura... La bille bleue, bien sûr, il faut trouver sa hauteur. Hein. Ici, c'est H. Il a une hauteur H, et bien sûr, par rapport à celui-ci... Bon, je peux les étudier comme point matériel. Je peux les étudier en tant que point matériel. Le point matériel serait situé au centre du cercle rouge. Alors, ce qui veut dire, qu'est-ce qui fait 1 mètre? Ben, 1 mètre, ce serait, on va dire, ça fait 1 mètre. Donc là, si je l'étudie en tant que point matériel, là, j'aurai 1 mètre. Voilà, donc on aura un point matériel qui serait situé sur le centre. Voilà, sur le centre, comme ceci. Le centre serait un point matériel qui représenterait les deux, la bille, soit rouge, soit la bleue. Donc je peux l'étudier en tant que point matériel. Et donc, là, vous voyez que là, on a une certaine hauteur. H. Et on peut trouver donc la vitesse grand V1. Alors, on va faire cette équation, que l'énergie cinétique va se transformer en l'énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. L'énergie potentielle de départ, il a une certaine hauteur. L'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Et grâce à ça, ben, là, on sait bien que c'est mgh est égal à 1 demi mv1 carré. Ben, là, ça se supprime. Et on peut trouver que V1 égale 2G racine carrée de 2GH. Bon, maintenant, le tout, 2G, c'est une constante, mais le H, que vaut le H? Et c'est ça qu'il faut trouver, le H, que vaut le H? Alors, on va regarder ici. Alpha 1 vaut 30 degrés. Ici, on a 30 degrés. Ben, on a un triangle rectangle. Hein. On a un triangle rectangle. Sachant que voilà, la corde, enfin, la corde qu'on a ici, voilà, un rayon d'1 mètre. Voilà, donc 1. Donc je peux trouver ce fameux H. Ce fameux H, je peux trouver. Alors que vaut ce C? Côté opposé, c'est côté adjacent. H, c'est le côté adjacent. Bon, je vais ramener ça, bien sûr, ici. Alors, le H voudra... enfin, V1, je m'excuse. Non, je cherche le H parce que... Bon, d'abord, je cherche la vitesse. V1 égale racine carrée de 2GH. Alors, attention que c'est pas cette hauteur-là. Hein. Je vais faire un petit calcul parce que c'est pas... Pour l'instant, je cherche H, mais c'est vrai qu'il est là. Le point, il est là. Et ce point-là, il va aller de là à là. Voilà, il y a... Ça, c'est grand H. Alors, il y a petit h ici et grand H. Pas confondre grand H et petit h. Donc ça, je vais changer. Bon, ça, je vais l'appeler grand H. Et le petit là-bas, je vais l'appeler petit h. Voilà. Alors, je sais trouver grand H. Puisque j'ai un triangle rectangle. Ça, c'est bon, c'est pas un problème. Le grand H, il fait partie... On a un triangle rectangle qui est en O, A, B. Rectangle en B. Donc, côté adjacent, c'est grand H. Grand H sur l'hypoténuse qui vaut 1. Et ça, c'est le cosinus de l'angle de alpha qui vaut 30. Donc, H vaut cosinus de 30. Ou si vous voulez, L cosinus 30. L cosinus 30, mais comme L vaut 1,
Voilà, L cosinus 30. Voilà, alors ça c'est une chose. L cosinus de 30. Alors je vais calculer ce petit h. C'est 1 moins... On va calculer le cosinus de 30. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire L pour avoir H, c'est L moins L cosinus 30. Voilà. Alors, l'énergie potentielle, vous voyez qu'il va passer de là à là, c'est une petite hauteur H. Donc, ça, c'est racine carrée de 2G fois, alors je vais être calculé 0,13, 0,113, 39, etc. Alors, je vais calculer ça. La vitesse V1 vaudra fois 2 fois 9,81 voilà, j'ai une vitesse de 1,62 mètres par seconde. 1,62 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vitesse-là? C'est la vitesse de V1. Donc, on a pu déterminer la vitesse de V1, sachant que petit V1 égale 0, il est au repos. Celui-ci, il est au repos. Bon, alors je vais mettre ça sur le logiciel OpenOffice Calc. Donc, alors j'ai une vitesse V1 et une vitesse petit V1. Ça, c'est situation. Ouais, attention que c'est avant. Il ne veut pas me mettre le petit V1. Voilà, on va mettre ça. Alors, ça, c'est situation avant choc. Et puis, il y a la situation après. Ouais. Après choc. Situation avant choc. Alors, je vais mettre la gravitation. Je vais le calculer avec en 9,81. Bien sûr, mètres par seconde carré. Mètres par seconde carré. Alors 2, c'est 2, parce qu'il y a un 2 qui intervient en tant que constante. J'ai une deuxième constante qui est un 2 qui apparaît. Bon, de toute façon, ce 2-là, il m'intéresse. Et donc, là, je vais calculer donc la vitesse V1. Bon, la longueur le rayon, si vous voulez, le rayon, qui est la longueur du fil, que je vais appeler longueur, que je vais appeler L. Je vais appeler L. Bon, ce L, je l'ai mis à 1 mètre. C'est un rayon circulaire de 1 mètre. Ensuite, je vais... j'ai le 2G, bon, j'ai tout. Voilà, cosinus 30. L'angle alpha 1, oui, il y a les angles. Alpha 1. Au départ, il y a un angle alpha 1. Alors, si je regarde ici, il y a un angle alpha 1. Voilà, qui va se transformer en la création de alpha 2 et bêta 2, qui sont les angles maximum après choc. Donc ici, le alpha 1, et c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche, voilà, après un choc élastique, alpha 2 et bêta 2. Alors, je vais mettre ça. Qu'est-ce qu'on donne? Alpha 1, c'est avant choc. Bon, alpha 1, qui est l'angle de, on va dire, 30 degrés. Ouais, 30 degrés. Voilà. Alors, la vitesse V1 va se faire... Comment va-t-on... On a trouvé ça. Il faut aller chercher l'énergie potentielle. Il faut calculer une hauteur de différence. Enfin, la hauteur voilà, où se trouve la boule jusqu'à où elle va aller. Enfin, la boule bleue. La boule bleue va faire une circulation comme ceci. Voilà, mais en hauteur,
sa hauteur, c'est ceci. Elle va faire une hauteur comme ceci. Et ça, c'est ce que je vais te calculer. La petite hauteur h, je vais l'appeler h, c'est L moins L cosinus 30. Donc, la hauteur h, hauteur bi bleu, qu'elle va effectuer, ben, c'est tout simplement, alors, le L, on l'a, c'est égal à L moins L fois cosinus de 30. Alors, est-ce que ça fait ça la réponse que j'ai trouvée? Non, c'est pas ça. Alors, petit instant, parce que c'est peut-être quelque chose à résoudre ici. Je vais regarder le cosinus de 30. C'est pas bon. C'est pas bon. Cosinus de 30, donc je dois mettre en radian. C'est pas bon, je dois mettre en radian. Donc je vais remettre en radian ici. 30. Alors je rappelle que pi radian c'est 180 degrés. Donc je vais faire... je vais l'obtenir en degrés. Donc je vais faire 30 fois pi sur 180. Égale 30 fois pi sur 180. Là, il est en radian. Là, je vais chercher le cosinus de 10. Voilà, ça c'est bon. Donc, là, il faut que je mette E10. Parce qu'il faut le mettre en radian, le cosinus, hein, ici. C'est une fonction qui demande un paramètre en radian. Et là, ça c'est bon. C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, la hauteur de la bille vaut ça. Et maintenant, je peux calculer la vitesse, puisque la vitesse, c'est la racine carrée, donc égale racine de 2 que j'ai ici, c'est la constante 2, fois G c'est 9,81, fois H. Alors le H, c'est ce H là. Voilà. Et là, ça me permet de trouver la vitesse. Donc, si je mettais une corde de 2 mètres, par exemple, voilà, tout va changer. Voilà, si je mets 45 degrés, ça change. Les vitesses changent en fonction, bien sûr, des paramètres que vous rentrez. Donc là, j'ai mis 1 mètre. Et là, on va mettre 30 degrés comme dans l'énoncé. C'est pas un problème. Ah. Ça, c'est pas bon, ça. Ah oui, c'est parce que, je m'excuse, c'est 1 mètre ici. Voilà. Et là, c'est la constante 2. Là, je peux pas toucher. Cette cellule-là, c'est 2. C'est une constante. Donc, je peux pas la toucher, cette... voilà. Là où je peux pas toucher, c'est celle-ci et celle-ci. Ces deux-là, je peux pas toucher parce que c'est des constantes. Voilà. Et je peux toucher aux autres. Voilà. Maintenant, je vais chercher les angles alpha 2 et bêta 2. En recherchant, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut aller rechercher les hauteurs relatives. Alors, quelles sont les hauteurs relatives? C'est donc mais pour ça, je dois passer par les vitesses. Hein. Sans ça, je ne connaîtrais pas les hauteurs. Je dois passer par les vitesses.
parce que je cherche passer par l'énergie cinétique, conserve la transformation d'énergie cinétique en énergie potentielle. Alors, pour ça, je vais calculer maintenant les vitesses. Voilà, je prends les vitesses ici, sachant que la vitesse V1 est égale à 0. La boule en rouge, elle est au repos. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux trouver quoi avec ça? V2. Je peux trouver V2, et je dirais même petit V2. Donc, je peux trouver les paramètres de sortie, c'est-à-dire après choc. Connaissant les paramètres d'entrée. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut mettre ça sous forme matricielle. Hein. Bon, moi je vais mettre tout ça, mais on sait bien que V1 vaut 0. Ça va être facile à calculer parce que V1 vaut 0 ici. Hein. Bon, ça veut dire qu'il va rester plus que... Si vous mettez V1 égale 0, vous avez un demi-terme, enfin un terme complet qui va tomber. Hein. C'est-à-dire que il restera, comme V1 vaut 0, il restera plus que ceci, et il restera plus que ceci. Mais de toute façon, moi je vais tout mettre. Alors, pour ça, je connais grand V1. Voilà. Et je connais petit V1. Petit V1 ici, au repos. Bon, je vais mettre ces équations. Je vais les introduire, bien sûr. Alors là, j'aurai après choc. Alors, on va mettre ici. Ou alors je peux le mettre en bas. Je sais pas ce que je peux mettre ça. On va mettre ça ici après, en bas. Voilà. Alors là, on aura bien sûr V2 et on va dire V2, petit V2. Alors, est-ce que j'ai rentré les masses? Non, je n'ai pas rentré les masses. Je vais mettre la masse grand M ici. Et la masse petit m. Alors, la grande masse, elle valait 10 grammes et l'autre 20. 10 et 20. Donc, alors, grand M, je sais plus, j'ai dû oublier. Allons voir. Grand M 10, petit m 20. Grand M 10 et petit m 20. Bien sûr, en grammes. En grammes. Eh bien, de ça, on va jaillir directement les vitesses. Vont jaillir les vitesses V2 et petit V2. Puisqu'il suffit d'aller chercher les formules, voilà, que voici. Hein. Bon, on peut trouver V2, grand V2 et petit V2. Alors, on va faire ça. Donc, alors vous voyez qu'on a grand M moins M sur grand M plus petit m pour l'un et pour l'autre. Alors, on va faire ça. Alors, c'est grand M égale grand M moins petit m sur grand M plus petit m fois la vitesse V1 qu'on connaît. Voilà. Alors à ça, il faut additionner bien sûr tout ce qui concerne petit V1. Alors là-bas, ce sera 2 fois petit m divisé par grand M plus
petit m fois la vitesse V1 qui est ici. Voilà, ce qui fait moins 0,54. Moins 0,54, ça veut dire que la vitesse, voilà, a un signe négatif par rapport au repère. Donc elle ça dans le sens contraire de V1, V2 seront posés en vitesse. Et ça, c'est en mètres par seconde. Ouais, j'ai oublié de mettre... ouais, c'est pas mètres par seconde carré, mais mètres par seconde. Mètres par seconde. Bien sûr, ici, c'est en mètres par seconde. La vitesse V2, c'est 0. Ici, dans ce cas-ci, il est au repos. Mètres par seconde. Voilà. Et on peut rechercher petit V2. Vous voyez que les vitesses, bon, on peut les trouver. Les vitesses avant choc et après choc, c'est très facile à trouver. Voilà. Et puis, je vais aller chercher les hauteurs par, voilà, comment on appelle ça, la trigonométrie. Voilà, vous allez voir comment je peux trouver les angles au travers de la trigonométrie. Mais en attendant, allons rechercher la vitesse, puisque je ne la connais pas encore, V2, et je vais appliquer la formule du choc central. Ici, c'est un choc circulaire. On a V2 qui est égal à, V1 fois, alors, c'est 2 fois la grande masse divisé par la somme des masses, divisé par grand M plus... j'aurais dû mettre grand M plus petit m dans un cas séparé pour l'avoir une fois pour toutes, parce que chaque fois, elle va se retrouver dans toute la formule. Grand M plus petit m. Plus, donné par rapport à V1, fois petit m moins grand M divisé par grand M plus petit m. Divisé par grand M plus petit m. 1,08. Voilà, c'est 1,08 mètres par seconde, bien sûr. Alors, on y est presque, parce que bon, on a les vitesses, hein, toutes les vitesses sont données. Alors, vous voyez bien que si je change les longueurs, je vais mettre 2 mètres. Voilà, tout va changer, c'est normal. Hein. Si je mets 45 degrés, tout va changer. Voilà. Bon, ici, je vais garder, bien sûr, l'énoncé, c'est 1 mètre et 30 degrés. Au départ. Alors maintenant, on va aller chercher les angles maximum, alpha 2 et bêta 2. Alors pour ça, on va faire une transformation d'énergie cinétique en potentiel. Petit instant, j'ouvre une page. Voilà. Alors, on aura deux angles, parce qu'il y a deux boules. Il y a deux boules, hein. Il y en a une qui va faire une hauteur H1, et l'autre va faire une hauteur H2. Ils ne vont pas être tous les deux à la même hauteur. Hein. Là, il y aura H1 et H2. Ils vont monter. L'un va monter d'une hauteur H1. C'est pas forcément les mêmes hauteurs, donc je dois calculer deux hauteurs. Et donc, la boule en bleu, ben, on aura l'énergie cinétique qui vaut 1,5 mv. La boule en bleu, c'était un grand V, parce que c'était la grande masse, mais c'était en situation finale, donc V2 est égal à mg H2
voilà, MGH2. Alors, le problème, c'est que ça va donner une hauteur. En faisant ça, ça va me donner par rapport à l'origine. Donc, ça va me donner, comme ici, je vais avoir grand H. Voilà, je vais trouver, en fait, ici, je vais trouver grand H. Moi, c'est petit H qu'il me faut. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va calculer ça, puis on regardera par après. Pour l'instant, je vais appeler ça H2. Donc, on a ceci. V2 carré est égal à 2GH2. Et vous aurez compris que c'est la racine carrée de 2GH2. Voilà. Alors, oui, attention que je m'excuse, parce que on recherche la vitesse V2, on l'a, on recherche la hauteur. Je m'excuse. On cherche la hauteur. Donc, H2 égale V2 carré sur 2G. Bon, alors si je fais la même chose de l'autre côté, on aura pour la boule, ça c'est la boule bleue. Alors on aura la boule en rouge. Pour la boule rouge, je fais la même chose. Ah, ça c'est pas ça que je dois faire. Voilà, la boule maintenant rouge. Non, oui, rouge. Mais le calcul est identique. Alors si le calcul est identique, on aura un demi mv de carré est égal à mg. Ouais, les hauteurs je les ai mal dénommées. Je vais l'appeler H1 ici. De toute façon, la hauteur, je vais modifier dans un petit instant la dénomination. Mg H2, voilà. Donc, je cherche, ouais, ici, je cherche H1. Et là, je cherche H2. H2, c'est V2 carré sur... alors, les M se tombent sur 2G. Voilà. Alors, je peux trouver cette hauteur H1 et H2 que j'ai dénommé ici. Je sais pas ce qu'il est. Voilà, ces deux petites hauteurs-là, je peux les trouver. Et puis, comme on sait bien que le rayon vaut 1, le rayon, c'est tout ça, eh bien, je vais aller rechercher cette distance-là. Voilà. Voilà. Cette distance-là, on la connaît. Et alors, on connaît la longueur aussi. Hein. Donc, on connaîtra ça et ça. Et donc, connaissant deux côtés, on peut trouver l'angle alpha 2. Et idem de l'autre côté. Voilà. Donc ici, je vais appeler ce qui est en vert, c'est H2. Sachant qu'ici, on a un rayon R. On a le rayon R. Donc, H2, ici c'est plutôt H1. H1. Parce que H2 c'est pour l'autre à droite en rouge. Mais ici je fais la boule bleue. H2, on va plutôt H1. C'est égal à R moins H1. Voilà, on peut faire ça. Donc, je peux trouver H1 en faisant V2 carré sur 2G. Ça, c'est pour la boule on aura hauteur de la bille bleue après choc. Et on aura hauteur de la bille rouge. Bille rouge après choc. Bon, c'est la petite hauteur où elle va remonter. Hein. C'est une hauteur qui va se transformer en énergie potentielle. L'énergie cinétique va transformer en énergie potentielle, donc la bille pourra remonter jusqu'à une certaine hauteur.
Donc là, je vais faire le calcul, c'est V carré, je ne me rappelle plus, sur 2G. C'est V carré sur 2G, mais c'était V2 carré. Alors c'est grand V et petit v. Voilà, grand V, V2, je l'ai. Voilà, c'est celui-ci. Il est négatif, il va devenir positif parce qu'il est mis au carré. Voilà. Exposant 2 divisé par 2G. Voilà. 00 148 86 07. Alors ça c'est en, bien sûr, 100 mètres. Je fais de même avec l'autre, mais cette fois-ci il ne faut pas prendre, c'est pas les mêmes vitesses. Là c'est petit V2, petit V2. Petit V2 il est là, au carré. Divisé par, entre parenthèses, 2 fois G. 0,059 mètres. C'est bon. Alors maintenant, on va rechercher l'angle. Mais pour ça, pour avoir l'angle, je vous ai dit qu'il faut enlever, comme je dis, il faut faire un petit peu de soustraction, une soustraction, parce que on n'a que l'angle, je suppose qu'on est ici. Voilà, on a petit h ici. Petit h, on vient de trouver le petit h. Bah, ça, c'est pour la boule bleue. Donc, si je fais R moins H, ou L moins H, parce que R ici, j'ai dit que c'était L, j'ai H1. Voilà. Donc, je vais chercher H1 en faisant L moins H1. Donc, j'aurai la distance par rapport au pivot, c'est H1. Là, je peux le trouver grâce à la longueur égale voilà, le rayon qui vaut L moins le petit H1 que je vais trouver ici. Voilà. Bon, et l'autre, vous aurez compris que c'est la même chose. Hein. Bon, ça c'est en mètres. Voilà. Et l'autre, la deuxième hauteur, c'est la même chose. C'est juste une recopie égale la longueur de 1 mètre moins la hauteur de la bulle rouge, parce que je m'occupe de la bulle rouge. Voilà, et là je l'en mette. Et voilà, et donc maintenant je peux faire la trigonométrie du triangle, puisque j'ai H1, voilà, et j'ai R. Voilà, et donc je peux trouver l'angle alpha 2, et bien sûr l'angle bêta 2 de la même façon, en faisant, bon, côté adjacent. Donc le côté adjacent c'est H1. Sur l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc c'est arcosinus de H1 sur R. Arcosinus de H1 sur R. On va faire ça. Donc je vais faire H1 sur R. Ou ici, dans ce cas-ci, c'est H1 sur L. Donc là, je vais calculer H1 sur L ou R, hein, le rayon. Et l'autre, je vais calculer H2 sur le rayon. Et puis aller chercher l'angle alpha 2. Alpha 2 et l'angle bêta 2. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'ici il faut mettre, je dois mettre en radian. C'est juste pour ça que je fais ça. Donc c'est H1 sur R
Il est où le R? C'est le L. Bon, on ne le voit pas, puisqu'il faut remonter d'un cran. C'est le rayon. Voilà, H1 sur R. Alors, ici, j'ai H2 sur R. C'est normal que ça fait la même chose parce que je divise par 1. J'ai pris la longueur de corde qui fait 1. Là, c'est le rapport, c'est le rapport. Et là, maintenant, je vais mettre en radian. Donc, je vous rappelle que pi radian, c'est 180 degrés. Donc, un radian, c'est 180 sur pi. Donc, je vais chercher la valeur ici. L'arcosinus de ceci. Là, il est en radian. Je vais le mettre en degrés. Je vais rechercher cette valeur fois 180 divisé par pi. Ah. Voilà, 9,89 degrés. Et pour l'autre, ben, je fais la même chose. Égal arcosinus. La réponse me sera donnée en radian. Donc H2 sur R. Voilà. Là, il est en radian. Bien sûr. Et je vais le mettre en degrés en faisant cette valeur. Bon, je peux directement faire une copie. Égal. Bon, on va faire ça, c'est la même chose. À 19 degrés. Donc il y en a un qui va monter beaucoup plus haut. La boule rouge va monter beaucoup plus haut. Hein. Son angle est beaucoup plus grand. Donc il y en a un qui fait 10 degrés, environ 10 degrés. Et l'autre qui fait 19 degrés, 87. Voilà, donc il y en a un qui va monter beaucoup plus haut que l'autre. Donc la boule rouge va faire un écartement de 19 degrés, alors que la boule... c'est normal. Pourquoi? Parce que il y en a un, c'est une grande masse. Hein. C'est une grande masse et l'autre, c'est une petite masse. Elle vient avec une certaine énergie potentielle, avec une certaine quantité de mouvement, la masse grand M, alors que la boule rouge est au repos. La boule rouge, c'est la petite masse. Et donc, elle va entrechoquer la petite masse, elle va lui fournir une certaine quantité de mouvement, elle va repartir avec un grand angle parce que c'est une petite masse. Voilà, c'est une petite masse. Déjà de 1 et de 2, c'est parce qu'elle est frappée par une grande masse avec une grande vitesse, c'est-à-dire avec une grande quantité de mouvement. Donc, elle va recevoir, je veux dire, une grande quantité de mouvement de la part de la boule bleue. La boule rouge va recevoir une grande quantité de mouvement de la boule bleue, Donc, ce qui fait qu'elle va monter haut. Donc, avec un degré haut. Et donc, un H2 élevé. Donc, il faudrait mettre 19 degrés. Et regardez, voilà, le H2, de toute façon, là, hein, petit H2, on sait bien à quelle hauteur elle va monter par rapport à sa position initiale. Voilà, donc le H2, voilà, c'est 0,94 mètres. Mais bon, vous allez me dire, c'est plus petit que le 0,98, oui. Mais c'est vrai que bon, la masse de l'un est plus petite par rapport à la masse de l'autre. C'est vrai que c'est presque proche. Hein. 0,98, 0,94, c'est presque proche. Mais c'est vrai que ça donne, en radian, ça donne 0,17 et 0,34. Bon, ça donne quand même 10 degrés de différence. Hein, pour une petite différence en H1 et H2, ça donne quand même 10 degrés de différence. Et alors, bon, j'aurais pu changer la longueur. Par exemple, si je mets sur 2 mètres, tout va changer. Et 30 degrés, bien sûr, tout va changer. Bon, il a fermé, de toute façon, il a fermé le programme. Il m'a fermé le programme sans faire exprès. Mais enfin, bref, je peux changer, faire varier la longueur, je peux faire varier, voilà, alpha 1, voilà. Voilà. Bon, le repos, je garde le repos de la masse petit m. V1, je la garde au repos. Donc, il n'y a qu'un angle alpha au départ.
puisqu'elle ne vient pas entrechoquer au départ. C'est pas que je prends la boule rouge, je la tape sur la boule bleue avec V1, grand V1 et petit V1 avec des vitesses différentes. Non, ici c'est grand V1 d'une vitesse, mais petit V1 est nul. C'est-à-dire il est au repos. Donc ici, bon, il n'y a qu'un seul angle. C'est normal parce qu'il y en a un qui est au repos et l'autre est... La situation positionnelle angulaire d'une boule par rapport à l'autre, ben, elle est définie par un angle. Voilà, pas par deux. Pourquoi il y a deux angles de l'autre côté? Ben, c'est normal parce qu'il va y avoir un écartement. Alors maintenant, si je mettais les deux boules au départ en mouvement, l'un à une certaine hauteur, l'autre à une certaine hauteur, c'est normal qu'on aura alpha 1, alpha 2 d'un côté et alpha 3, alpha 4 après choc. Avant choc, on aura alpha 1, alpha 2 et après choc, alpha 3, alpha 4. C'est normal. Mais ici j'ai pris la boule rouge au repos, donc il n'y a qu'un seul angle défini. Une définition que d'un seul angle suffit. Puisque j'ai la boule rouge par rapport à la bulle bleue. Boule rouge est en repos, elle ne vient pas d'ailleurs. Voilà, donc sa vitesse V1 est nulle. Donc on a un angle d'écartement alpha 1. C'est tout. Alors que l'autre côté, dans la deuxième situation, c'est-à-dire après choc, on a deux angles. Voilà, c'est normal parce qu'on a un échange d'énergie cinétique. Enfin, on a une conservation d'énergie cinétique et on a bien sûr une conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que conserver la quantité de mouvement, ça veut dire qu'on a la quantité de mouvement qui reste constante. La quantité de mouvement avant choc va être transmise après choc. Donc il y en a une boule, comme elle était au repos, ben, elle va recevoir une quantité de mouvement pour maintenir voilà, la situation constante. On n'a pas une variabilité ici, hein, parce que justement c'est une conservation. La quantité de mouvement, quand elle est constante, ben, je veux dire, on a une conservation avant, elle est la même qu'après. Avant, la situation avant est égale à la même situation après, au niveau de la quantité de mouvement. Et au niveau des énergies, c'est pareil, parce qu'on a une conservation de l'énergie cinétique. Donc voilà, tout reste constant. On a juste un échange de boule à boule d'énergie cinétique et de boule à boule de quantité de mouvement. Mais tout reste, en totalité, tout reste constant. On n'a pas une variation de quoi que ce soit, ni de quantité de mouvement, ni d'énergie cinétique. Alors si on avait une variation d'énergie cinétique, ça veut dire qu'on a une perte d'énergie cinétique. Ça veut dire qu'il y a une diminution d'énergie cinétique, par exemple. Voilà. Je vous remercie.